Soyez les bienvenus. Donc, je suis Michel Marimaudet, je suis le directeur général en fait, d'un éditeur de logiciels open source qui s'appelle Linagora. Vous allez voir, on est voisins, donc c'est un véritable plaisir en fait, de venir vous rencontrer ce matin, puisqu'on travaille avec d'autres écoles. Et là, donc, puisqu'on a fait déjà un hackathon avec peut-être certains d'entre vous, en tout cas avec des collègues à vous, et puis on a rencontré l'équipe enseignante sur différents événements, on s'est dit que ça serait bien en fait, de faire un point de contact plus établi et qui va nous permettre peut-être de faire des choses ensemble. J'ai commencé par me présenter. Donc voilà, je vous l'ai dit, je suis le cofondateur de cette société, on est deux associés, donc on est là tous les deux. Hein, donc le numéro 8 c'est Alex, hein, c'est le président de la société, moi j'étais numéro 9 à l'époque, donc ça c'était dans les années 2000. Donc on s'est connus effectivement quand lui il était encore à l'école, donc au sein de l'institut, maintenant ce qui est devenu en fait les Mines Télécom, donc l'institut Paris Sud. Donc avant ça s'appelait l'INT, l'Institut National des Télécoms. Et moi en fait précédemment j'avais déjà en fait un bout de carrière professionnelle, j'étais militaire. Je suis rentré dans l'armée de l'air en fait dans les années 90, donc comme élève pilote. Donc j'avais fait maths sup, enfin bon, le cycle classique. Et donc dans les années 2000, j'ai choisi en fait de réorienter ma carrière et de monter cette société. Donc déjà première chose, des premières choses à retenir de mon intervention de ce matin, c'est qu'on peut créer des entreprises avec un associé et que ça dure dans le temps. Donc effectivement, parce que souvent on parle beaucoup dans la création d'entreprises qu'il y a des bagarres en fait entre les fondateurs et ainsi de suite, ça peut arriver. Et donc on a un bon exemple en fait qu'effectivement cette histoire de couple dure depuis en fait 25 ans avec Alexandre. Voilà, donc premier élément, donc vous allez voir, je vais vous parler de Linagora. Donc c'est assez simple, Linagora fait de l'open source. Donc bon, forcément ça vous parle parce que je suis persuadé que vous avez des cours qui sont forcément basés sur les technologies open source, que ce soit dans le monde de la data, avec certainement du Python, puis un certain nombre de librairies, soit le 6, enfin on va y revenir. Et puis en fait on a un sujet tout particulier qui nous occupe pas mal en ce moment, et en particulier moi en fait, qui est sur l'intelligence artificielle, sur lequel en fait on va pouvoir revenir. Avant peut-être que je vous parle de Linagora, je vais peut-être aussi, je ne vais pas pouvoir vous demander à chacun et à chacune de vous présenter, mais simplement dites-moi, on va faire un petit peu quelques questions là. Donc qui est né après 2000 ? Très bien, donc la plupart sont nés après la création de la société. Oui, une petite claque pour moi déjà. Qui a installé déjà une distribution Linux from scratch, hein, vous pouvez ne soyez pas timide, hein. Donc 4, ok. Bon. À part donc Windows et macOS, donc vous avez pratiqué d'autres systèmes d'exploitation. Donc je vais parler de Linux, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui ont pratiqué d'autres systèmes d'exploitation que Windows et macOS? Allez-y, hein, je vous en prie. Personne? Donc vous êtes tous en fait, ok. C'est la génération Alpha et Z. Bon, qui joue aux échecs régulièrement? Ok, qui a un Elo supérieur à 1100, 1200? Bah, levez la main, soyez pas timide. Hein. 2, c'est pas mal, ok. Qui s'est déjà inscrit à une course à pied, donc pas le week-end, le dimanche, hein, une vraie course à pied de 10 km? Minimum 10 km, ok. Donc semi-personne. Marathon, personne, si, hein, ok, ben, bravo, félicitations. Ok, bon, pas mal, intéressant. Et bon, après je vous poserai d'autres questions, on va voir ça plus tard. Très bien, alors vous allez le voir, et donc, attendez, si juste une question quand même. Tiens, ce matin, on a eu dans la presse informatique le rachat de MariaDB. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est MariaDB? Levez la main. Vous ne soyez pas timide. Donc, un seul MariaDB, un seul? Ok, c'est temps qu'on intervienne dans cette école.
Qui sait faire la différence entre Fedora et Red Hat Enterprise Linux? Ah ouais, ok, d'accord. Et il y a quelqu'un qui a déjà utilisé, qu'est-ce que je utilise? Je ne peux pas trop la main, sois bienvenu. Qui a fait déjà en fait du PHP et du MySQL? Ok, donc MySQL, vous connaissez? Oui? D'accord. Et MariaDB, vous ne connaissez pas? D'accord, ok, intéressant. Bon, ok. Margot, rappelle-moi qu'il faut qu'on prenne rendez-vous avec la cellule pédago de l'école. On vient de changer un peu le truc. Bon, nous, c'est assez simple. Alors, c'est vrai qu'on vient, comme vous en doutez, quand on a créé dans l'entreprise en 2000, le numérique n'était pas celui que vous connaissez et que vous pratiquez aujourd'hui. C'est une certitude. Bon, d'une part, il n'y avait pas en fait les mobiles, donc c'est les smartphones, donc ça n'existait pas. Et globalement, les GAFAM ou les GAMAM maintenant en fait n'existaient pas non plus. Donc il y a quand même eu pas mal de choses qui ont changé durant ce quart de siècle. L'autre dimension, même si en fait je trouve que c'est pas mal la répartition, le numérique dans les années 2000, quand moi j'ai commencé, il y avait 0 filles. 0 personnel féminin. C'était vraiment un truc de geek entre garçons. Donc je suis très heureux déjà qu'à l'ISEP, donc ça il faudra bien dire qu'à la direction de l'école c'est bien, que le recrutement c'est bien, puisque on souffre toujours d'attractivité en fait pour le personnel féminin pour nos métiers. Et donc c'est très bien en fait que les écoles en fait ont des politiques et qu'on intéresse au plutôt tout le monde en fait au numérique, hein, puisque c'est essentiel, et qu'il n'y ait pas en fait finalement un truc, que ce soit un truc uniquement de garçons comme on l'a pu connaître nous quand on a commencé. Donc nous, il y a un truc que vous allez retenir ce matin, en fait c'est assez simple, c'est que nous on essaie de faire le maximum de choses sans utiliser en fait les GAFAM. Vous savez dire qui c'est les GAFAM? Vous voyez ce que c'est ou pas? Tout le monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne saurait pas dire ce que c'est les GAFAM? Ok. Merci en fait de... Voilà, donc GAFAM en fait c'est l'acronyme pour Google, Amazon, donc Facebook. Donc c'est pour ça qu'on parle de GAMAM, puisque en fait Facebook, vous savez, en fait, s'est renommé un petit peu après en fait la crise du Covid en Meta, donc maintenant Meta, Apple et le M pour Microsoft. Donc ces acteurs-là, pour vous donner un ordre d'idée, alors certains existaient quand on s'est créé dans les années 2000, donc Microsoft existait, mais Apple existait aussi, donc les deux derniers existaient, mais en fait les trois premiers en fait n'existaient pas. Mais par contre, vous, votre pratique du numérique au quotidien, je suis sûr que vous utilisez alors. Bon, forcément Facebook, donc ça c'est des trucs de vieux, c'est pour moi. Donc vous êtes plutôt sur Insta, sur Thread et ainsi de suite. Donc ça, mais c'est toujours la même maison mère. Vous êtes sur WhatsApp, c'est aussi en fait effectivement aussi Meta. Bon, Amazon, je suppose que tout le monde a au moins commandé un truc sur Amazon. Et puis Google, très simple. Tiens, on va faire aussi cette question-là. Qui en fait a son adresse Gmail, en fait, pour qui en fait c'est l'adresse principale de contact? Levez bien les mains. Alors, je vais poser la question dans l'autre sens. Qui utilise autre chose qu'une adresse Gmail en fait comme adresse de contact principale? Ah, bien. Bien. Alors, qu'est-ce que... Laquelle? Adresse personnelle, nom de famille. Ok. Bon, choix site. Ok. Quelle adresse? Microsoft. Ok. Bon, ça, ok. D'autres? Protonmail. Très bien. Ça, j'achète. Ok. Bienvenue. Orange. Orange. Bon, très bien. C'est que ton papa travaille chez Orange. Et puis, tu disais? Non? Toi, tu es Gmail? Ouais. Ok. Donc bon, on le voit à peu près plus de 90% en fait aujourd'hui voilà, de ce panel, c'est à peu près, si on cumule en fait aujourd'hui le poids de Microsoft avec les adresses outlook.com qui sont souvent liées aux abonnements Office 365 et globalement Gmail qui est soit parce que vous avez un téléphone Android et vous n'avez pas d'autre choix que d'utiliser en fait une adresse email Gmail, ou parce que quand vous étiez encore plus jeune, c'était quand même le moyen le plus simple pour acquérir en fait gratuitement une première adresse email. Tout ça est à peu près normal. Est-ce que vous connaissez en fait le modèle économique de ces gens-là? Parce qu'on est bien d'accord en fait, bon,
Pour Google, votre adresse Gmail, vous ne la payez pas. Donc, ok. Ouais. C'est les data. Pardon? C'est les data qui collectent le jeu. Ouais. C'est un service techniquement gratuit, mais en échange, ils récoltent les data pour faire des profits. Ok. Ça, c'est grave? Pas techniquement, c'est pas faux parce qu'ils récoltent des informations personnelles, mais dans le monde actuel, beaucoup d'entreprises font ça, donc je trouve ça difficile de dire vraiment une loi utilisateur tant qu'il n'y a pas vraiment de concurrence qui fonctionne. Donc, la plupart de ces grands acteurs, en particulier Google, Amazon et Meta, les trois premiers, ils ont effectivement basé une grosse partie de leur modèle économique sur la data. Donc, vous savez, on vous dit quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite maxime, mais c'est un peu ça. C'est que globalement, quelque chose qui vous est offert dans le domaine du numérique gratuitement, c'est que globalement, vous n'avez pas suffisamment lu en fait les conditions d'utilisation en fait du service, où dedans on vous explique qu'on va tout capturer ce que vous faites sur le site web, les cookies, et puis on va les transmettre à des tiers. Et donc c'est comme ça que le lendemain matin, en fait, quand vous avez regardé une vidéo sur YouTube en fait sur le dernier match de Carlson en fait sur vos échecs, le lendemain matin dans votre boîte Gmail vous avez en fait plein de trucs de chess.com et d'autres acteurs. Voilà, vous avez été ciblé en votre insu et on vous pousse dans l'information. Bon. Est-ce que c'est grave? A priori, c'est pas très grave, et en fait, effectivement, c'est le monde dans lequel vous êtes né, et donc pour vous, ça vous paraît naturel. Nous, on a eu la chance de connaître un monde où c'était pas du tout naturel, et donc le fait d'avoir un petit peu des données privées, sa protection, des choses qu'on nous maîtrisait, était quelque chose d'important. Et en fait, c'est les éléments clés qu'on va en revenir en fait tout à l'heure quand on va parler d'IA. Donc, c'est pas grave. Moi, mon boulot, c'est essayer de quand même vous ouvrir l'esprit sur le fait que, en tout cas, ce qui est peut-être pas grave à titre personnel, que globalement je reçoive de la pub en fait sur chess.com parce que la semaine dernière j'ai vu un article, bon, à la rigueur c'est acceptable, où je reçois des pubs pour acheter des nouvelles pompes que j'ai pas besoin, mais parce que j'ai traîné sur un site où il y avait en fait des pompes, c'est acceptable. Après il faut se poser la question de qu'est-ce qui se passe quand c'est la même chose, mais quand c'est par exemple le groupe Airbus qui utilise Google Workplace dans son quotidien. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un connaît en fait le Cloud Act? Qu'est-ce que ça veut dire? Non? Ok. Donc il faut savoir que l'administration américaine, donc tous ces acteurs, on est d'accord en fait, ça va plutôt souvent en fait, vous allez entendre parler de la troisième voie numérique, puisqu'en fait il y a bien sûr la voie qu'on connaît, que vous pratiquez vous au quotidien, qui est la voie en fait plutôt américaine. Il y a toute une partie d'Internet et du numérique qu'on connaît un peu moins puisqu'il est difficilement d'accès, ne serait-ce que par la représentation de la langue, qui est en fait tout ce qui se passe en Asie, et en particulier en Chine. Et puis la troisième voie numérique, c'est ce que nous, on essaie de développer ici en Europe, en utilisant l'open source, mais pas uniquement l'open source, puisqu'on pense qu'effectivement, soit le modèle américain, où tout est basé sur la donnée, et puis en fait le fait qu'il capture de la data, ou le modèle du crédit social en fait chinois, moi voilà, le fait que globalement on m'interdise de faire des choses parce que soi-disant j'ai roulé trop vite ou j'ai fait des choses qui ne sont pas conformes en fait globalement à l'usage. Bon, c'est pas forcément le type de société auquel on aspire, enfin en tout cas moi, et j'espère vous. Et donc du coup on essaie de développer cette troisième voie numérique. Mais donc tous ces acteurs en fait sont plutôt issus, donc les plus grands là qu'on a cités sont plutôt issus en fait des États-Unis. Et donc l'administration américaine, en fait, ils ne sont pas idiots. Globalement, pour des raisons soi-disant en fait de sécurité. À partir du moment où en fait, vous avez une donnée personnelle ou un mail, un document qui traîne en fait sur une plateforme qui est hébergée chez l'un en fait de ces acteurs, l'administration américaine a le droit d'aller voir, d'aller regarder, d'aller étudier en fait vos données. Alors est-ce que c'est grave? En tout cas, je pense que vous constatez dans votre quotidien, c'est quand même le monde en fait évolue en ce moment, d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue géostratégique. Et donc il faut quand même se poser la question de est-ce que c'est bien nécessaire de finalement votre quotidien, ce que vous partagez avec vos amis, ce que vous partagez en fait avec vos proches, vos photos, les échanges, est-ce que c'est quand même vachement intéressant de le donner gratuitement en fait aux acteurs américains qui ne l'utilisent que pour demain en faire des outils de contrôle. Alors
pas contrôle au sens crédit social chinois, mais en fait plutôt des outils de contrôle macroéconomique, et ainsi de suite. La guerre entre Airbus et Boeing, par exemple, qui est fratricide, forcément, quand Airbus aujourd'hui a ses données sur des clouds en fait, qui sont chez Google, il ne faut pas s'étonner que certains secrets industriels, que en fait, certains éléments soient connus des Américains, avant même que tout le personnel en fait, d'Airbus le sache. Donc en fait, c'est un peu ça, nous, on travaille pour essayer de développer ce qu'on appelle ces troisième voies numériques. Parce qu'il nous semble, et je pense que ça sera pour vous, parce que moi, j'aurai 50 ans l'année prochaine, donc il me reste quand même quelques années, je suis encore actif sur ces domaines-là, mais l'idée pour moi ce matin, c'est un peu de vous éclairer sur tous ces sujets, puis essayer de faire en sorte que vous preniez le relais. Nous, on a eu la chose presque la plus simple à faire, c'est qu'on s'est battu pour qu'il y ait en fait une alternative sur le domaine du logiciel. Et sur certains logiciels, dans le domaine de l'entreprise, on a en fait des alternatives crédibles en fait aux grands acteurs américains. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est créer en fait des alternatives au cloud. Aujourd'hui, en fait, le cloud est massivement en fait en Europe. Globalement, on consomme sur 100% en fait de ce qu'on consomme dans le cloud. Vous avez 80% qui est chez ces acteurs-là. Donc ça, on n'a pas réussi. Mais vous, votre combat et votre mission, c'est que pour l'IA et la data, eh ben, c'est qu'on on se tente d'être le moins dépendant, parce qu'il y aura toujours en fait de la dépendance, mais un peu moins dépendant en fait de ces acteurs-là. Parce qu'à partir du moment où on n'aura pas le contrôle des infrastructures, on n'aura plus le contrôle des données et qu'on n'aura plus le contrôle en fait des IA, donc des algorithmes qui pilotent ces données, eh ben, on sera asservi. Et je ne pense pas que vous souhaitiez en fait être asservi à une quelconque nation. J'espère que vous aimez encore la France. Elle a tous ses défauts, mais elle a quand même beaucoup d'avantages. C'est pour ça que je vous invite moi tous à voyager et puis en fait à prendre du temps. Je sais que dans les cursus de formation, maintenant on a la possibilité de faire ça, les stages, les césures. Faites-le, parce que vous allez voir, c'est un peu comme dans la chanson d'Orelsan. En fait, on est content hein, quand on a fait le tour du monde, en fait, de revenir en fait chez soi, parce que finalement, c'est pas si mal, quoi. Voilà. Oui, je suis vieux, mais j'ai des enfants qui ont à peu près votre âge, donc j'ai une petite culture en fait quand même de ce qui se passe, dans vos générations. Allez, pour avancer, donc, bon, vous l'avez compris, je pense que vous avez lu la slide. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de la good tech, la good tech for good. Donc ce qu'on fait, c'est en fait, on essaie de fabriquer de la technologie pour faire du bien. Alors, vous allez dire, ouais, ok. Ben, on pense que par exemple, fabriquer ces alternatives sur la data, sur le logiciel, d'avoir des IA en fait qui correspondent plus à nos valeurs, ben, c'est important. Donc c'est ça notre mission. Donc normalement, je crois que sur la dernière planche, j'ai une planche pour essayer de vous recruter. Donc retenez bien ça. Donc si vous cherchez en fait à un moment donné à vous investir autour d'une cause, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais retenez ça, parce que si vous voulez en fait dans le domaine numérique développer en fait des choses qui ont un impact. Bonjour, jeune étudiant. Comment allez-vous? Très bien. Bon, je vois que vous êtes en retard, comme les étudiants. Ouais. Adrien, qui est en fait quelqu'un qui travaille dans les équipes, qui s'occupe en fait de la communication en fait sur l'IA. On en reviendra. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fabrique des logiciels, comme je vous l'ai dit. Et ces logiciels, ensuite, eh ben, on va les intégrer et puis on les supporte chez nos clients. Donc, c'est assez simple. Hein, le modèle économique, on vend soit de l'intelligence, donc c'est de la mise à disposition de personnel chez nos clients, soit on vend nos logiciels. Et nos logiciels, alors, ils ont cette particularité qu'eux-mêmes, ils sont open source. Donc, globalement, tous ces logiciels... alors, attendez, une dernière question. GitHub, ça vous parle? Tout le monde? Est-ce que quelqu'un ne connaît pas GitHub? Ok. Donc, le GitHub, juste, je vais le faire vraiment très simple, c'est une plateforme mondiale qui permet de faire du partage de code. Donc, c'est un peu le Facebook du code. Un raccourci, mais globalement ça permet à des communautés et puis à peu près n'importe qui dans le monde de pouvoir contribuer en fait à des logiciels dont le code source a été mis à disposition, souvent des contraintes, hein, ils ne sont pas tous open source, et en fait on peut collaborer de façon distribuée et de façon instantanée en fait sur des codes sources. Bon, qui utilise en fait, qui a un compte GitHub en fait et qui l'utilise vraiment régulièrement, autre que pour faire les stages, enfin les exercices en fait de l'école? Ouais. 2, 3, 4. Ok, donc ça veut dire que ça, c'est des projets perso où vous êtes déjà investi dans des communautés.
ouvertes, peut-être open source, mais des communautés. C'est ça? Ok. Donc nous, tous nos logiciels, c'est simple, on donne gratuitement 100% de la propriété intellectuelle, donc 100% des lignes de code qui ont été développées par nos développeurs. Pas de problème, soyez la bienvenue. 100% des lignes de code et donc 100% de l'intelligence qu'on a développée pour créer ces logiciels-là, on la met librement et gratuitement disponible sur Internet. Et le média le plus simple aujourd'hui pour le faire, c'est de le mettre sur le site. Et donc là, normalement, vous auriez une question, c'est-à-dire, mais comment vous faites pour gagner de l'argent? Parce que vous n'êtes pas une association. Alors, je ne l'ai pas dit, en fait, donc c'est à peu près 150 personnes, Inagora. Donc cette année, ça va faire à peu près 14 millions de chiffres d'affaires. Donc c'est une société qui se développe, hein, donc on gagne de l'argent. Donc il y a pas. Donc la question, en fait, elle se pose. Donc en fait, le modèle économique, c'est à partir du moment où en fait, on donne nos logiciels, et ben, c'est une industrie plutôt de services. Donc soit on aide les entreprises à utiliser nos logiciels, donc ça veut dire quoi les utiliser? C'est les former, les déployer, faire des données, des migrations en fait entre des solutions qui sont pas les nôtres vers les autres. Voilà. C'est former. Et puis bien entendu, même si le logiciel est libre, c'est-à-dire que le code source il est accessible librement et que tout le monde peut, s'il en a les compétences, le télécharger et l'installer, bah, certains préfèrent acheter un service. Donc c'est-à-dire que le logiciel, il n'achète plus le service, mais il achète le fait d'utiliser ce logiciel hébergé. Donc c'est ce qu'on appelle le modèle SaaS, Software as a Service. Donc en gros, en fait, on met notre logiciel sur une plateforme que nous maintenons dans le temps et on vend un abonnement. Vous avez certainement en fait déjà d'autres SaaS que vous utilisez, donc c'est le même principe. Donc on développe une suite collaborative, donc globalement, vous voyez en fait, hein, Google Workplace, Tweak Workplace. Donc en fait c'est l'alternative, donc ça permet en fait d'avoir un environnement collaboratif et un modèle qui nous permet de collaborer en entreprise, indépendamment en fait de Google. On a des outils de partage de fichiers sécurisés qui sont très largement utilisés en fait par des clients plutôt dans le domaine sensible. Et puis en fait, je vais y revenir en fait des sujets autour de l'IA. Donc on a commencé en 2016 en fait en faisant des outils de transcription de voix. Et puis maintenant on a une dimension plus large sur l'IA sur laquelle je vais revenir. Nos clients, je ne l'ai pas dit, donc c'est 80% plutôt l'administration, donc le secteur public, et les entreprises, en fait, ce qu'on appelle les OIV, je ne sais pas si ça vous parle, donc les organismes en fait d'importance vitaux. Donc c'est sans quoi l'État ne peut pas fonctionner. Par exemple EDF. Si EDF s'arrête, il n'y a plus grand chose qui fonctionne. Donc ça, c'est notre siège social. C'est à globalement une demi-heure à pied. Hein. Donc on est sur l'île Saint-Germain. Donc sur Google Maps, hein, vous regardez, ISEP 37 rue Pierre Poli, en fait, l'Inagora. Vous allez voir, ça se visite. Vous êtes tous les bienvenus. Vous venez quand vous voulez. C'est une villa. Donc on a acheté une villa avec mon associé et on y a mis la société à l'intérieur. Donc on a une piscine. Je réponds à ta question. On a un bateau, parce qu'en fait le jardin donne en fait sur la Seine. Hein, c'est l'avantage d'habiter sur une île. Donc c'est très sympa. Voilà. Donc ça c'est aussi un des sujets. Donc si ça vous dit à un moment donné de faire du kayak, du paddle, c'est aussi un truc qu'on fait, puisque moi je fais du kayak en club. Et donc du coup, j'ai mis un kayak et puis quelques paddles à la boîte, ça me permet en fait de sortir entre deux réunions parfois pénibles. Il y avait une question. C'est où sur l'île Saint-Germain? L'île Saint-Germain? C'est où? C'est quelle rue sur c'est ici Moulineau. Oui, je sais, mais j'ai vu sur l'île Saint-Germain. C'est la rue Pierre Poli. Ah, d'accord. Voilà, c'est une des grandes parallèles, voilà. Donc de l'autre côté du parc. Oui. Ça donne des conditions de travail assez sympas. Voilà. Malgré tout, souvent pour des opérations de développement et ainsi de suite, on est mieux chez soi, parce qu'on est plus concentré. Et pourquoi en fait on a fait l'acquisition d'un lieu comme ça, c'est que vous, votre génération, elle a plutôt, et en tout cas c'est peut-être celle qui est arrivée après, celle de mes enfants, ils passent plus de temps en one-to-one en fait sur leur écran que en fait d'interagir avec d'autres humains. Alors que pourtant, si on prend toute l'histoire de l'humanité, on a
Il y a quand même plutôt un intérêt, en fait, et puis un attrait pour découvrir l'autre, parler, ainsi de suite. Donc le lieu, il est là surtout pour favoriser des points de rencontre un peu sympas, quand on a besoin de travailler ensemble, ou on a besoin de se voir dans des conditions cool. Beaucoup, pendant la crise du Covid, ont emmené le travail à la maison. Nous, on a fait le contraire, on a amené la maison au travail, ce qui est quand même pas mal sympa. Donc voilà, donc ça, vous êtes bienvenus, vous venez quand vous voulez. J'en ai un petit peu parlé, donc bien sûr, forcément, dans nos valeurs, c'est quoi? C'est le respect de la vie privée, c'est effectivement l'open source, et puis c'est de travailler au maximum, en fait, avec les GAFAM. Alors pourquoi au maximum? Parce que c'est simple, hein, mon téléphone, c'est un Android, donc comme vous, j'ai pas le choix, j'ai quand même un compte chez Gmail. Par contre, effectivement, mon adresse personnelle, michel.maudet@protonmail.com. Voilà. Donc ça, c'est mon adresse, effectivement, personnelle, qui est, me semble-t-il, en fait, la bonne option pour avoir en fait une boîte aux lettres propre et garantie. Et puis pour tout ce qui est newsletter, tout ça, je vous conseille en fait, vous savez, en fait maintenant il y a plein de solutions qui permettent d'avoir des boîtes éphémères ou des boîtes un peu poubelles. Faites ça. Prenez une boîte en fait ProtonMail, une boîte sécurisée, et puis tout ce qui est pas forcément nécessaire pour faire des souscriptions, recevoir en fait un template que vous voulez télécharger, et ainsi de suite. Yopmail, en fait, des trucs comme ça permettent de faire des tokens de mail en fait qui sont éphémères, et c'est très bien comme ça, vous pourrissez pas votre boîte. Voilà. Donc voilà, donc nous, ça devrait vous parler parce que, alors bien sûr, c'est pas Gmail, mais on s'est dit, c'est pas parce que c'est open source qu'on va faire un truc de geek, donc un truc moche, vert sur fond noir, en fait pas un terminal Linux, donc globalement en termes de user experience, en fait on s'est calé sur les grands standards du marché, et il faut quand même qu'on se dise un peu les choses. Le standard du marché maintenant, donc c'est un standard de fait, c'est le material design en fait de Google qui est devenu en fait même Microsoft quand vous regardez en fait les dernières versions de Outlook et ainsi de suite, ils se sont inspirés de cette expérience utilisateur. Donc voilà, donc on n'a pas cherché à faire beaucoup mieux que le standard de fait. Parfois il faut simplement adopter. Et puis surtout, ça coûte moins cher comme ça en fait en termes de conduite du changement quand on demande en fait à des collaborateurs dans une entreprise de changer une solution à une autre solution. Ils ne sont pas perdus, puisqu'ils retrouvent en fait un environnement qu'ils côtoient en fait dans leur vie personnelle. Donc on fournit des mails, du chat, du drive, tout ça, bon, enfin tous les trucs que de toute façon a priori vous n'utiliserez peut-être plus quand vous arriverez sur le marché du travail, parce que maintenant beaucoup de choses se font soit par mail, soit par des équivalents en fait de WhatsApp, donc effectivement des produits comme TwigChat. Voilà, donc tiens, Matrix, alors pas le film, hein, mais le protocole Matrix, là, qui en a entendu parler une fois dans sa vie? Rappelle-moi de retourner voir en fait l'équipe pédagogique de l'école. Bon. Matrix, en fait, c'est un protocole de communication end-to-end chiffré. Donc ça permet de faire en fait globalement ce que vous connaissez sur Telegram, sur WhatsApp, mais en open source. Parce que comme vous en doutez, vous avez vu l'histoire en fait avec Pavel il n'y a pas très longtemps. Même quand on vous dit que c'est chiffré bout en bout, il y a toujours quelqu'un qui a une clé. L'avantage en fait de Matrix, c'est que c'est en fait complètement décentralisé, donc effectivement il n'y a pas cette problématique. Donc TwigChat, en fait par exemple, est basé sur ce protocole. L'autre particularité d'Inagora, c'est que on travaille beaucoup en fait avec la recherche publique. Parce que globalement, c'est toujours intéressant de travailler en fait avec des chercheurs enseignants, donc des gens qui font des thèses, des gens qui ont des cursus qui sont poussés. Et c'est en fait une dimension assez forte de l'Inagora. On a commencé il y a pratiquement une quinzaine d'années en fait d'avoir des relations très poussées en fait à un certain nombre de labos. Donc des labos qui travaillent en fait sur les problématiques qu'on veut casser. Et entre nous, nos idées, nos dingueries en fait qu'on a en tête, et puis l'apport de la recherche publique, et quand ça fonctionne, et ça fonctionne plutôt bien dans la plupart des cas, et on arrive en fait à fabriquer des solutions innovantes qu'on maîtrise et qui sont en fait au même niveau de performance en fait que globalement les produits qu'on connaît, voire pour certains qui vont au-delà. Donc ça c'est un élément extrêmement important. Et donc je le dis pour ceux qui après en fait leur formation souhaiteraient faire en fait des thèses et ainsi de suite, on accueille en fait aussi ce principe-là. Donc quelqu'un qui veut faire une thèse,
il prend contact avec nous. Si c'est un sujet sur lequel en fait ça nous intéresse, et ben on peut trouver un labo qui va porter votre thèse et nous on en finance une partie, le labo fait la même chose et vous êtes parti pour faire une thèse et devenir docteur. Donc on en a chez nous. Donc ça je vous ai mis quelques photos, mais effectivement dans les 150 personnes en fait qui sont à l'Inagora, on a pratiquement une cinquantaine de personnes aujourd'hui qui sont plutôt issues de la recherche. Donc c'est des gens qui ont fait une école d'ingénieur ou un master et qui ensuite ont poursuivi pour faire en fait des études et de la recherche. Voilà. Et donc ça pour nous, donc à un moment donné, en fait, il y a des dispositifs qui vous permettent. Alors nous, ça ne nous dérange pas de travailler en fait avec des enseignants-chercheurs ou des thésards ou des doctorants qui sont faits dans les labos, mais il y a un intérêt parfois en fait à ce qu'on les recrute et que ce soit des gens en fait qui arrivent chez nous pour apporter en fait une compétence. Donc typiquement, voilà par exemple Julie Hunter. Donc elle est américaine, ça fait maintenant quelques années qu'elle habite en France, mais elle a fait toutes ses études aux États-Unis. Donc elle est spécialiste du langage. Alors langage, pas langage de programmation, de la langue, de la linguistique et ainsi de suite. Pareil pour Kate, donc une deuxième américaine. Voilà, Virgile, donc il est en cours en fait il a passé sa thèse, donc effectivement il est maintenant docteur. Et voilà, donc on a ces personnes-là on n'a pas que des développeurs, on n'a pas que des gens qui font de l'UX, on n'a pas que des product owners, enfin on n'a pas que ces métiers que certainement pour lesquels en fait on vous forme en fait aujourd'hui, ou en tout cas on vous aiguille, mais on a aussi ces métiers de chercheurs pour casser des problématiques et des défis techniques qui se présentent à nous. Donc ça c'est quelques projets de recherche qu'on a, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, nous, nos grands piliers d'investissement en termes de recherche aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est tout ce qui est en fait les pratiques collaboratives en entreprise. Parce qu'on en est malgré tout, en fait, hein, malgré qu'on ait Google Workplace, qu'on ait WhatsApp, qu'on ait tous ces trucs-là. Si on regarde réellement en fait, comment on utilise ces outils-là et comment il nous faut progresser collectivement, on est à peu près à l'année 0. Donc tout reste à faire aujourd'hui. On n'a pas mieux inventé que GitHub pour faire la collaboration extrêmement étendue, extrêmement en fait, distribuée. Et ben, dans le domaine en fait, de la collaboration d'entreprise, on n'a pas GitHub. Donc ne serait-ce que de projeter dans une entreprise les mécanismes en fait, qu'on utilise en fait, dans GitHub permettrait en fait, tout simplement avoir des collaborations beaucoup plus soutenues et beaucoup plus lâches, c'est-à-dire paliers entre les entreprises. Aujourd'hui, le seul média qui existe de communication universelle, en fait, une entreprise qui est basée en Asie, une entreprise qui est basée en Europe et une entreprise qui est basée en fait, aux États-Unis, c'est le mail. Mais en 2024, on sait quand même faire des trucs un peu plus sympas que le mail. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi en fait il y a un usage de WhatsApp beaucoup dans le monde en fait professionnel, c'est que bien sûr qu'il y a des super solutions à l'intérieur des entreprises. Et dès que vous voulez passer d'une entreprise, d'une organisation A à une organisation B, bah c'est quoi en fait le canal en fait de communication? Bah, le seul qui existe c'est le mail, mais il n'est pas très performant. Le reste, c'est WhatsApp. Donc il faut en fait trouver une alternative à WhatsApp universelle qui permet en fait tout simplement de protéger aussi notre vie privée. C'est par exemple TweetChat ou d'autres clients qui s'appuient sur Matrix. Matrix en fait a ces caractéristiques. Donc, je vous parlais de collaboration d'entreprise, l'informatique distribuée, l'IA. Donc, IA, en fait, on va venir, c'est plutôt l'IA générative, et plutôt, on fait tout ce qu'on appelle le NLP, NLU, Natural Language Processing, Natural Language Understanding, et tout ce qui est technique de chiffrement avancé. Donc, avec Matrix, voilà. Donc, tous les problèmes, en fait, qui sont liés à la sécurité sont des sujets qui nous intéressent. Voilà, donc quelques exemples de labos avec lesquels on travaille. Donc, et des écoles aussi, hein, donc je vous parlais des écoles. Donc on est très proche voilà, d'un certain nombre d'organismes en fait, de recherche. Donc le Lauria, en fait, c'est un institut de recherche qui est rattaché à l'INRIA, qui est basé à Nancy. L'IRIT, en fait, ils sont super bons dans le traitement du langage, ils sont basés à Toulouse. Et puis les écoles dont je vous citais tout à l'heure.
Et donc j'espère bien un jour qu'on puisse rajouter l'ISEP par là, parce qu'on pourrait avoir des coopérations, proposer, je ne sais pas s'il y a une junior entreprise au sein de l'école, enfin, il faut qu'on regarde effectivement les coopérations qu'on peut avoir. Voilà. Il doit y avoir certainement un club info, c'est peut-être une partie des étudiants qui managent une partie du système d'information étudiant. Donc tout ça, en fait, nous, ça nous plaît, parce que c'est un super vivier en fait, pour détecter en fait, les talents qui potentiellement peuvent venir chez nous. Donc je vous propose, est-ce que là pour l'instant c'est bon? Ouais. C'est pas trop long? Pas trop chiant? Non? Oui? Si vous ne contrôlez pas du tout les données des utilisateurs, comment vous pensez vous défendre face aux problèmes? Par exemple, les créateurs de Telegram à Pass. Alors je vais essayer de reformuler la question et vous me direz si c'est ok, mais donc globalement, c'est comment en fait on peut lutter face à ces géants, si je la résume. Bah, nous on pense que l'open source c'est un des leviers. Parce que l'open source ça permet de s'approprier la technologie, de la maîtriser, et surtout de la déployer déjà où on le souhaite. Donc on a le choix en fait de l'hébergement des données. Ce qui est déjà une caractéristique assez importante, parce que globalement, quand on adopte les solutions des GAFAM, ben vous êtes dans les data centers qui sont soumis au Cloud Act. Donc en fait, c'est comme si, même si le data center il est basé en France, c'est comme s'il était en fait dans le Minnesota, en fait aux États-Unis. C'est la même chose d'un point de vue du droit. Donc ça, c'est quand même un sujet. Malgré toutes les réglementations européennes, blablabla, mais dans les faits, ça ne sauve pas le problème. Et puis effectivement, donc sur plus l'aspect mail chiffrement, donc il faut utiliser ces standards comme Matrix, comme en fait aussi un protocole de messagerie sur lequel on investit beaucoup qui s'appelle nous le JMAP, qui sont en fait des protocoles ouverts, standardisés, donc qui sont normalisés, donc ça veut dire que la spec en fait elle est lisible par vous et par moi, donc déjà en fait on peut comprendre ce qu'il y a dedans, on peut aussi évaluer s'il y a des backdoors ou des choses qu'on n'aimerait pas voir en fait apparaître. Et après, ce qui est le plus difficile aujourd'hui, à mon sens, pour répondre à votre question, c'est qu'il faudrait qu'on ait encore plus d'engagement politique sur le sujet. Tant qu'on aura effectivement un président de la République qui communiquera en fait avec ses conseillers spéciaux avec Telegram, c'est sûr que et qu'on communique sur le fait que le gouvernement utilise une messagerie qui s'appelle Olvid, en fait, une messagerie française ultra sécurisée, mais qui, quand vous allez voir les ministres, ils sont sur WhatsApp, ils n'utilisent pas Olvid. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais que vous avez une responsabilité. Nous, en fait, encore une fois, on a fait que le truc le plus simple, c'est de dire que les alternatives sont possibles. Donc on continue nous à déployer, en fait, à œuvrer, mais c'est quelque chose qui va prendre du temps, quoi. Pour l'instant, on n'a pas bien appris ce qui s'est passé avec l'énergie, ce qui s'est passé après le Covid. Donc, on a une mémoire un peu courte et où ça ne nous a pas suffisamment fait mal. Et selon moi, alors je ne veux pas trop vous faire peur, mais j'avais écrit une note pour le ministère de la Défense il y a 2 ans, dont le titre, en fait, c'est ce qu'on appelle une note blanche. Donc, c'est une note en fait qu'on fait circuler, qui permet d'essayer d'ouvrir les esprits. Voilà. Et donc j'avais dit en fait, est-ce qu'un blackout du numérique en fait français n'est qu'un scénario fictionnel ou pas? Vous avez vu que c'est plus trop fictionnel, puisque je crois même le jour même, le lundi en fait d'ouverture des JO, en fait on s'est retrouvé pratiquement en blackout en fait réseau pendant quelques heures, et on voit bien en fait l'impact que ça a. Ou vous avez certainement vu au début de l'été, cette fameuse attaque, là, le CrowdStrike, en fait, qui a bloqué en fait, globalement une grosse partie en fait, des systèmes mondiaux. Alors, contrairement à ce qui a été dit dans la presse, c'était pas Microsoft, hein, c'était un éditeur tiers, mais globalement, on a des points de vulnérabilité qui sont extrêmement importants. Et ces points de vulnérabilité, c'est un peu comme nous tous. Collectivement, je pense qu'on est tous conscients que en fait, notre planète, elle va pas bien, mais en fait, on continue à faire tous collectivement des trucs qui n'ont pas de sens. Hier soir, je regardais un reportage sur le surtourisme, et en fait, on est frappadingue. Mais globalement, on continue. Là, c'est pareil. Je pense que tant qu'on n'aura pas pris en fait, un mur très lourd, donc un mur qui nous fera mal au niveau européen, de se retrouver vraiment sur un blackout, bon,
il y aura une prise de décision qui sera toujours un peu lente. Les politiques auront vraiment une responsabilité là-dessus. Et malheureusement, on aurait pu penser que, parce que quand même depuis, pour vous donner un ordre d'idée, donc pendant la crise du Covid, hein, en fait, tout le monde s'est retrouvé dans le noir, hein, la plupart des gens étaient chez eux, et les entreprises n'étaient pas prêtes en fait, à avoir en fait, des déploiements massifs du télétravail. Et globalement, Microsoft a joué un coup de poker en fait, magnifique, c'est qu'il a filé en fait, pratiquement gratuitement en fait, Teams en fait, à l'ensemble des entreprises. Du jour au lendemain, en fait, il a ouvert les tuyaux, hein, et donc il a, y compris les utilisateurs de Microsoft qui n'utilisaient pas Teams, en fait, avaient accès à Teams du jour au lendemain. Et donc forcément, c'était un coup de génie, parce que une fois que vous êtes rentré dans Teams et que vous avez créé en fait, des pratiques de collaboration étendues avec vos collaborateurs, pour en sortir, c'est difficile. Donc il faudra qu'on arrive certainement sur un truc de grave, alors pas grave, qu'on se retrouve dans le noir, hein, concrètement, coupé d'internet, coupé de GPS, puisque cette notion de dépendance dans le domaine du numérique, elle est difficilement en fait appréhendable, quoi. Vous voyez en fait, quand je vous posais des questions, est-ce que vous connaissez autre chose que Microsoft, macOS, tout ça, vous voyez bien en fait que on a été, et c'est normal, hein, le marketing, les offres, fait que vous êtes dans un monde qui est très centré en fait autour de ces technologies-là. Et le jour où ça va s'arrêter, et ça s'arrêtera, je l'espère pas le 5 novembre, hein, en fait, après les élections américaines, mais ça va se passer. Et aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, donc, oui, pourquoi, voilà, je reviens sur Teams, c'est que Teams a été donné gratuitement, sauf qu'en fait, au bout de 2 ans, Microsoft en fait, a commencé à dire, maintenant c'est plus gratuit, il faut le payer. Ok, donc les gens, ils ont accepté de payer. Et maintenant, le problème, c'est que tous les ans, Microsoft augmente le prix des souscriptions à ses produits. Voilà, une fois que vous avez capturé un marché et que vous avez créé cette dépendance, voilà. Et donc, moi je rencontre des DSI à longueur d'année et ils me disent « Ah, ça coûte trop cher Microsoft. Ça coûte toujours trop cher. » Ouais, mais donc, a priori, ça ne coûte pas suffisamment cher parce qu'il n'y a pas de décision en fait, massive en fait, à utiliser autre chose, alors que les alternatives, elles existent. Et là, en fait, le truc qui est un peu bizarre, c'est que finalement, on se regarde tous. Et c'est un peu pareil en fait sur l'environnement. On dit pourquoi nous on ferait des efforts en fait en Europe alors qu'effectivement les Asiatiques font n'importe quoi. Et les Asiatiques disent attendez, vous en fait les Européens vous êtes bien sympas, en fait vous avez des bagnoles pour tout le monde et ainsi de suite. Nous en fait on est en pleine croissance, donc laissez-nous aussi profiter de la croissance. Donc tout le monde se regarde, et dans le domaine numérique, c'est un peu pareil. Tout le monde se regarde en disant qui va en fait faire la première grande migration majeure, et ainsi de suite. Alors il y a des bonnes nouvelles hein, quand même, hein. Donc je fais exprès, vous savez, ça c'est une technique pour attirer l'attention, je vous parle d'un truc qui fait mal, et puis après vous allez voir, en fait, je vais vous donner quand même des bonnes nouvelles. Donc effectivement, nous on a des clients qui font ces choix-là, en fait, qui sont audacieux, qui le sont en fait en 2024, mais imaginez ceux qui nous ont fait confiance en 2000. Et donc par exemple, certaines administrations en France, le ministère des Finances, en 2000, en fait, en 2000, hein, donc vous étiez pour la plupart pas nés, a fait le choix en fait de ne plus utiliser Microsoft, de ne plus utiliser les bases de données Oracle, n'utilise plus en fait un certain nombre de choses. Donc c'est possible, puisque l'administration en fait, fiscale française, alors bon, vous n'y êtes pas encore soumis, mais vous allez voir assez vite, hein, une fois que vous aurez vos premiers salaires, on vous enlève les impôts, donc ça fonctionne bien. Et nous, en fait, c'est notre premier client, le ministère des Finances. Et donc, ils utilisent beaucoup d'open source, et moi j'attends, il n'y a jamais eu un problème, ou en tout cas une loi fiscale qui n'a pas pu passer parce qu'ils utilisent open source. Donc c'est un choix politique. Donc il faut en fait travailler, et j'espère que certains d'entre vous feront aussi peut-être des écoles qui vous amèneront à prendre des responsabilités, y compris dans la fonction publique, parce que ce sera vous en fait. C'est pour ça que la responsabilité, nous, on va vous aider, on pourra vous aider, mais globalement, nous, on a juste ouvert le chemin. Maintenant, il faut effectivement continuer à progresser et taper dur pour qu'effectivement les choses changent. Et vous allez voir que sur l'IA, vous voyez, en fait, j'aime bien cette slide.
Parce que le sujet de l'IA aujourd'hui, c'est simplement qui aura le contrôle en fait sur qui. Et tout notre boulot, nous, en fait, ce qu'on fait avec l'Inagora et puis donc la communauté dont je vais vous parler après, qui s'appelle OpenLLM Europe, c'est de passer de la case d'être dans la case du gouverner à celle où on a notre indépendance, ou en tout cas un peu plus en fait d'indépendance, pour pouvoir être un peu plus acteur de notre futur dans le domaine du numérique. Mais aujourd'hui, alors, on va faire un petit jeu de questions. Qui, depuis ce matin, a utilisé ChatGPT au moins une fois? Bon. Une autre IA, Perplexity, Cloud? Non. Ok. Pardon? J'utilise Copilot. Oui, Copilot de Microsoft, oui, effectivement, peut-être que... Non? Ok. Bon. Vous connaissez Lama? Ouais, qui connaît Lama? 1, 2, 3, 4, 5, ouais, ok. Bon. Ok. Bon, on va y revenir. Et donc, ceux qui l'ont utilisé depuis, donc est-ce que quelqu'un a utilisé soit Claude, soit effectivement Copilot, soit ChatGPT, soit en fait Perplexity depuis lundi, là, depuis le début de la semaine, au moins une fois? Promis, je ne le dirai pas au prof. Ok. Et est-ce que quelqu'un a utilisé une autre IA depuis lundi que celle des 4 que j'ai citées? Laquelle? Blackbox AI. Blackbox AI. Bon, celui-ci, je le connais pas. De Visual Studio Code. Ah, ok. Ok. Donc un assistant, c'est ça pour produire du code? Enfin, la relecture de code et ainsi de suite. Ok. Bon, oui. C'est l'IA de rédiger la texte. Oui, Gemini. Oui, c'est vrai que j'ai oublié Gemini, effectivement, tu as raison. Voilà, donc en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que globalement, là aussi, on utilise en fait des solutions qui sont mainstream, hein, et je vais essayer de vous expliquer en fait pourquoi en fait il faut qu'on crée des alternatives. Je vais le faire tout de suite. Donc ça, ce schéma-là, cette slide-là, c'est ça qu'il faut regarder. Donc Llama, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est un modèle de langage, donc c'est une IA comme ChatGPT. Qui a été construite par Meta, donc la société de Facebook. Et la particularité de ce moteur, c'est que vous pouvez quand même l'utiliser, vous pouvez le télécharger, l'utiliser sur vos propres serveurs ou vos propres machines. Donc il y a tout un débat sur l'open source, mais je vais y revenir après. Donc il est pas, même si Mark Zuckerberg dit que c'est open source, vous allez comprendre pourquoi nous on pense que ça ne l'est pas complètement. En tout cas, il y a une définition de l'open source qui est qui va au-delà. Mais ça en fait, et aujourd'hui on est sur la version 3.1 de Llama. Et donc là, ce papier de recherche, là, le graphe que vous avez ici, en fait, c'est issu de Llama 2, donc il est sorti en 2023. Et ça, c'est le document quand on publie dans le domaine de la recherche, puisque par contre chez Meta, ils font bien les choses. Hein, donc même si leur modèle, ils ont des restrictions, ils ne sont pas complètement open source. Il donne quand même beaucoup d'informations sur comment est construit le modèle, comment sont entraînés le modèle, et ainsi de suite. Et là, ce que vous voyez sur Llama 2, c'est la répartition des langues qui sont représentées dans le langage, dans le modèle, pardon. Donc là, vous êtes en L3, c'est ça? Ouais. Bon, donc vous avez fait un peu de maths. Quand on représente 0,16 ou 0,17% de quelque chose, versus 90%, est-ce que vous pensez en fait que c'est significatif? A priori non. Alors, vous pourriez dire, alors certains qui peut-être s'intéressent à ces sujets-là ont peut-être lu des news en disant quand un modèle sait très bien parler une langue, il peut parler en fait une autre langue, c'est pas un problème, il y a des structures grammaticales, des structures de langage qu'on peut retrouver d'une langue à une autre. C'est vrai. Mais une langue, la langue qu'on pratique, alors bon, que moi je pratique, celle que vous pratiquez sur les réseaux sociaux ou sur WhatsApp,
Moi, j'ai l'impression, quand même ma fille m'écrit, j'ai envie de sauter par la fenêtre de temps en temps. Mais la langue là, qu'on pratique, c'est plus que des mots. C'est bien sûr notre civilisation, c'est culturel. Il y a des mots en fait qui appartiennent en fait finalement en fait à notre patrimoine, qui n'existent pas dans les autres langues. Et donc forcément, statistiquement, quand ils sont sous-représentés, eh ben, c'est pas la langue qui est sous-représentée, c'est ce que nous sommes, c'est ce qui nous constitue, c'est en fait notre culture, nos valeurs. Donc derrière l'IA, en fait, c'est vraiment un sujet de civilisation. Et la plupart des modèles que vous pratiquez aujourd'hui, qu'on a évoqués, les Gemini, les Claude et ainsi de suite, malheureusement, ils sont soit issus en fait des États-Unis, soit de l'Asie, comme on le disait tout à l'heure. Et des modèles en fait qui proviennent d'Europe aujourd'hui, donc ces chiffres ils sont un peu anciens, mais bon, globalement je pense qu'ils restent justes. Il y a moins de 10% en fait aujourd'hui des modèles d'IA qui sont créés en Europe, qu'ils soient open source ou pas open source. On va y revenir après, mais voilà. Donc on est, comment dire, à la fois à la ramasse, et par ailleurs la problématique c'est qu'effectivement dans ces modèles, nous sommes mal représentés. Alors vous pourriez me dire, oui, je vais y arriver ou pas? Alors là, on va pas le faire en séance, mais je vous propose 2 petites expériences. Donc là, vous êtes sur JobGPT. Et donc, alors maintenant, vous savez que JobGPT, dans la version 4.0, vous pouvez lui faire générer des images. Donc je vous mets au défi, avec ChatGPT 4.0, la dernière version du modèle, à lui faire dessiner une habitation qui ressemble à une maison qu'on pourrait trouver ici, à Issy-Moulineaux, sur l'île Saint-Germain, ainsi de suite. Avec le prompt que vous souhaitez. Vous allez voir, vous livrerez à l'exercice, vous allez voir que c'est très difficile. Mais c'est normal. C'est que dans les données d'apprentissage de ce qu'est une maison et des photos qu'il a vues des maisons, si vous reprojetez ça à ce qu'on a vu avant, il a vu pour moins d'1% des maisons de type européenne ou française versus 90% de maisons qui ressemblent plutôt à des maisons américaines. Et donc si vous lui dites, pourtant, donc là j'ai été assez loin, je lui ai dit, voilà, je voulais une maison de famille dans le nord de la France, et ainsi de suite, pour essayer de voir en fait si on pouvait dans le prompt engineering essayer d'aller chercher quelque chose. On n'y arrive pas. Et c'est normal qu'on n'y arrive pas, parce qu'en fait un modèle, il ne peut que générer des choses à partir de choses qu'il a vues précédemment. Donc j'aime bien cet exemple parce que globalement, ça veut dire que s'il n'a pas vu en fait des maisons françaises ou européennes, il ne peut pas en fait les imaginer. Et c'est la même chose pour le langage, ou la langue, ou les valeurs. Et donc c'est pour ça que quand vous posez la question de quel est le premier micro-ordinateur disponible en fait sur le marché, là en fait vous tombez sur une réponse en fait erronée. Donc le modèle va vous répondre que c'est l'Altaïr en fait 80-80. Donc effectivement il y a quelques mois de différence. Mais le premier micro-ordinateur en fait personnel, c'est un français, c'est le Bull Micral N. Et alors là c'est intéressant parce que là donc je lui demande en fait quelle est la première, donc il me sort en fait une valeur en fait erronée. Et je lui dis mais en fait tu sais que c'est le Bull Micral N? Elle dit oui je me suis trompé. Donc vous savez en fait c'est les assimilations, donc globalement on leur fait dire ce qu'on veut. Et ça, bon alors quand c'est pour vous aider à rédiger le truc de maths, relire un texte que vous avez écrit pour enlever les fautes d'orthographe, traduire entre le français et l'anglais, et ainsi de suite, c'est pas très très grave. Mais demain, quand ces systèmes seront au cœur du fonctionnement en fait de nos vies au quotidien, ce sera ces algorithmes qui décideront en fait quelle politique d'assurance vous avez droit en fonction de vos données personnelles, qui décidera de est-ce que finalement en fonction de vos résultats vous devez aller en fait dans telle filière et telle filière. On peut se poser quand même des questions sur effectivement la confiance qu'on peut avoir en fait sur ces modèles. Et en tout cas des modèles qu'on ne maîtrise pas ou des modèles qui ont été enregistrés, qui ont été entraînés, pas chez nous, pas sur nos valeurs, pas sur nos data. Donc nous ce qu'on a fait, on s'est dit qu'on va essayer de s'attaquer à ce sujet-là. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé en fait une communauté. Donc j'ai lancé ça en fait en juin 2023, pardon.
j'ai posté, donc alors moi c'est assez simple pour me retrouver sur internet, il faut juste taper mmodé, donc c'est mes identifiants, et comme généralement je le fais à peu près dès que je vois une techno, enfin ou une nouvelle plateforme, j'essaie de prendre en fait cet identifiant là. Donc si vous allez sur github.com/mmodé, vous allez tomber sur mon GitHub. Si vous allez sur linkedin.com/mmodé, vous allez tomber sur ma page LinkedIn, et ainsi de suite. Donc voilà, donc normalement vous ne devriez pas me trouver sur Thread ou TikTok, hein, pas encore, mais sur les plateformes que ma génération utilise, en fait vous devriez me trouver facilement. Et donc sur GitHub, donc j'ai publié un manifesto en disant, voilà, en fait ceux qui s'intéressent à développer des algorithmes en fait d'IA générative que l'on maîtriserait plus open source et qui seraient entraînés de façon éthique, de façon plus proche de nos valeurs et de notre civilisation, et rejoignez-moi. Donc ça, j'ai fait ça, donc ça devait être le 16 juin 2023. Bon, donc vous savez comment ça se passe, hein. La première heure, vous êtes tout seul. Au bout de 3 heures, et en fait, vous avez déjà une cinquantaine de personnes, puisque j'avais mis un serveur Discord en fait, à disposition. Et donc, bon, ça fait un peu plus d'1 an, hein, maintenant. Le dernier chiffre, il date de septembre. Donc, on est à peu près 800 personnes aujourd'hui sur ce serveur Discord qui nous permet d'échanger, de discuter sur en fait, les problématiques d'IA génératif, open source, avec un certain nombre en fait, d'ambitions. Et on a plutôt pas mal progressé. Donc, alors, la particularité, c'est que un peu dans toutes les communautés, vous le savez, peut-être certains qui participent à des communautés, c'est assez simple, hein, vous verrez dans votre vie, c'est toujours à peu près les mêmes ratios. Hein. Vous prenez 100% d'une association, 100% d'une entreprise, 100% en fait d'une communauté sur GitHub. Vous allez avoir 90 personnes qui sont des curieux et qui regardent. Vous allez avoir en fait 9 personnes en fait, qui vont être plutôt des gens actifs et qui vont regarder. Et puis vous avez 1% de ces personnes qui sont en fait les gens qui animent et qui font bouger les choses. Donc là, c'est à peu près la même chose. Donc nous, en fait, sur nos 800 personnes, bon, vous en avez, on va dire, une petite centaine en fait qui sont actifs. Et des vraiment très actifs et qui font bouger les choses aujourd'hui, on a à peu près une grosse vingtaine. Mais globalement, tant mieux. Ça permet d'avoir en fait une caisse de résonance et puis tout ce qu'on fait, de pouvoir le communiquer. Donc c'est simple, hein, si ça vous intéresse ces sujets-là, donc vous allez sur openllm-france.fr, il y a le serveur Discord, vous vous enregistrez, il n'y a rien d'autre à faire et vous êtes au sein de notre communauté. Alors qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on s'est dit qu'on allait faire? On s'est dit qu'on allait en fait faire Lucie. Vous voyez ce film, vous l'avez déjà vu, le film de Luc Besson, Lucie? Ouais. Il est vachement bien, non? Enfin, il a été vachement critiqué, mais globalement, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'ai toujours cette première image, en fait, la première scène où Morgan Freeman est devant une classe comme ça, en fait, à l'université, et il explique en fait finalement qu'on n'exploite que quelques pourcents du potentiel en fait de notre intellect et de notre cerveau. Donc il y avait cette image-là, moi, qui a toujours été un truc sympa. Je voulais donner en fait aussi, moi j'ai poussé pour qu'en fait on ait des prénoms féminins sur nos modèles. Donc avant on a eu Claire, donc on a Claire, Lucie, parce que bon on a eu Albert, Alfred, Lama, bon bref, j'ai rien contre tous ces trucs-là, mais c'était aussi un moyen de se distinguer et puis de mettre en valeur aussi et de représenter aussi au sein des modèles en fait plus une approche féminisée. Et puis Lucie, luxe, donc c'est la lumière, donc en fait aussi on essaie d'apporter, donc alors les chevilles ça va, donc on n'est pas revenu au siècle des Lumières, mais quand même l'Europe, je pense, a vraiment une carte à jouer dans le domaine de l'IA, et on agit un peu comme un phare. En tout cas moi l'ambition que quand je vais mardi prochain, je vais pitcher devant le conseil d'administration de la Matmut, donc une assurance. Vous ne connaissez pas, mais vos parents certainement connaissent. Donc du coup, je suis obligé d'utiliser ces images-là pour ancrer. Donc voilà Lucie. Donc Lucie, c'est quoi? Lucie, en fait, c'est d'entraîner notre propre LLM
donc notre propre mode de langage, donc fabriquer en fait une sorte de GPT comme vous le pratiquez avec Gemini, Claude, Perplexity ou bien sûr ChatGPT, sauf qu'il a été entraîné en France par des Français, plutôt avec une représentation de la langue française importante, mais pas uniquement, puisqu'en fait on gère bien sûr l'anglais et les 3 autres langues en fait majeures européennes, que sont l'espagnol, l'allemand et l'italien. On fait des petits modèles, je vais y revenir après. Notre objectif, c'est de travailler sur les modèles, ce qu'on appelle multimodaux, donc c'est aussi d'avoir capacité en fait à fabriquer, vous avez déjà vu certainement des modèles qui passent du texte à l'image. Nous, en fait, comme on est très fan de la voix et qu'on a travaillé dans ces domaines-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de fabriquer, et puis moi je suis aussi dans ma génération, les films, quand j'avais votre âge, même un peu plus jeune, je regardais des films comme Wargame, avec Jarvis, comment il s'appelle, Tony Stark, aidez-moi. Bon, vous n'allez pas m'aider forcément. Comment ? Iron Man, voilà. Donc, vous savez, en fait, l'interaction qu'on peut avoir avec la voix, en fait, avec des systèmes, moi, ça m'a toujours, enfin, quand j'étais gamin, je trouvais ça, en fait, un peu génialissime. Et donc, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on veut, en fait, exporter. Donc, c'est bien sûr faire des modèles qui ont les caractéristiques open source et qui respectent nos valeurs, nos langages et ainsi de suite, mais aussi qui intègrent la voix, qu'on puisse interagir, comme on le fait, en fait, entre des humains. Enfin, comme on le faisait à mon âge, entre des humains, puisque y compris moi, mes enfants, parfois même quand on est à la maison, préfèrent m'écrire des WhatsApp ou d'enregistrer un texte dans WhatsApp que de venir me voir, en fait, alors que la maison n'est pas si grande que ça. Bref. Alors, open source, pas open source. Les modèles aujourd'hui, comme Llama, que vous connaissez pour certains, comme Falcon, comme... bon, il y en a beaucoup aujourd'hui, maintenant il y en a plusieurs centaines de modèles. Ils se revendiquent tous open source. Ils sont plutôt ce qu'on appelle à poids ouvert. Donc on ne va pas faire la théorie en fait, des modèles et puis l'entraînement des modèles ce matin, mais globalement retenez que un modèle, ces modèles-là, vous n'avez pas accès à la donnée d'entraînement. Vous avez en fait accès aux hyperparamètres et puis globalement à une partie du résultat en fait, de l'entraînement qui vous permet d'analyser certaines choses, mais vous ne savez pas sur quelles données ont été entraînées. Et en fait, les gens comme OpenAI, Google et ainsi de suite, ils veulent surtout pas qu'on leur demande de publier en fait les données qu'ils ont utilisées pour entraîner ces modèles-là. Parce que comme vous vous en doutez, comme on entraîne ces modèles avec plusieurs, pas milliards, mais trilliards, donc c'est des milliards de milliards, donc des milliards de données, on ne peut pas regarder si les informations de Margot Cloarec sont dedans ou pas. Donc on sait qu'elles y sont, parce que forcément on a crawlé plusieurs fois Internet, donc si Margot en fait elle a un site Internet, si elle a publié des photos, tout ça, c'est dedans. C'est dedans. Alors bien sûr, si vous demandez au modèle qui est Margot Cloarec, le modèle va vous dire « Ah ben non, je ne veux pas te répondre ». Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle les safeguards, c'est qu'effectivement, on protège effectivement l'utilisateur, en tout cas, ou l'entreprise, par rapport à ces demandes, mais les données, elles sont dedans. Donc bien sûr, il y a vos données personnelles, mais il y a aussi des données qui sont soumises au droit d'auteur. Et alors, j'adore, vous taperez quand même, sur YouTube, allez voir cette vidéo où la CTO de OpenAI est interrogée en fait, par cette journaliste en fait, je crois du Wall Street Journal à propos des données d'entraînement sur Sora. Vous avez vu en fait en plus, je crois qu'il y a eu une news là, c'était hier ou avant-hier où on a vu en fait encore des nouvelles vidéos qui sont effectivement époustouflantes, générées par ce modèle de vidéo qui va être réalisé à un moment donné par OpenAI. Et à un moment donné, dans une interview, la journaliste demande à la CTO mais quelles sont les données que vous avez utilisées pour entraîner Sora? Et alors là, en fait, vous regarderez cette vidéo. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le body language de la CTO, quoi.
en fait, elle se décompose complètement. Parce qu'effectivement, et puis la journaliste insiste, vous avez utilisé les vidéos de YouTube? Non, 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 non. Vous avez utilisé en fait les photos des plateformes, en fait. Non, 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 non. Et alors sur quoi en fait vous avez entraîné, Et elle finit par dire, alors on a utilisé des données publiques. Et c'est pas parce que en fait vos vidéos que vous avez même peut-être vous-même publiées en fait sur YouTube, c'est pas parce qu'elles sont accessibles en fait publiquement qu'elles sont libres de droit. Donc c'est vraiment en fait un morceau choisi qui est très intéressant. Si vous demandez à ChatGPT donc qui est Margot Cloarec, elle est là Margot? Bon, désolé, hein, c'est tombé sur toi. J'aurais pu prendre n'importe qui, donc le modèle va bloquer, bien entendu. Mais c'est très simple de passer outre. Qui a utilisé déjà en fait de l'IA pour générer en fait de la musique avec une plateforme comme Suno? Ouais. Donc Suno, je pense que vous savez en fait, donc c'est une plateforme qui est géniale. Hein. Vous mettez des paroles, vous mettez un style et ça vous fabrique une chanson. C'est assez bluffant. Et bien entendu, toutes ces plateformes qui font le buzz à un moment donné, les gens s'interrogent sur savoir sur quoi ont été entraînés, parce qu'il faut de la donnée d'entraînement. Et donc, non, hein, les dirigeants ont dit non, on n'a jamais entraîné sur des données qui sont soumises à droit d'auteur. Alors moi j'ai fait une démo dans les conférences, on ne pourra pas le faire aujourd'hui, mais c'est un truc que vous pouvez refaire en fait, parce que Suno, vous avez 50 crédits, hein, c'est gratuit sur ces 50, vous avez 50 crédits, vous pouvez tester. Et donc moi j'avais fait générer pour une association pour laquelle on était intervenu, donc une chanson en direct, je l'ai fait en direct devant eux. Et en fait je voulais, alors ça va bien sûr pas vous parler Joe Dassin, Les yeux d'Émilie, alors si vous l'avez entendu pendant les JO. Voilà. Elle est sympa cette chanson. Bon, elle est un peu, mais elle est quand même soumise à droit d'auteur encore, hein, donc elle n'est pas libre de droit. Et bien cette chanson, si vous demandez à Suno, vous lui mettez le texte et vous dites je voudrais une chanson dont l'inspiration serait proche dans Les yeux d'Émilie par Joe Dassin, le truc vous dit non, je peux pas. Mais en direct, si vous dites la même chose, je voudrais en fait une chanson avec les inspirations des yeux d'Amélie par Joe Dassin, ça marche. Et oui. Donc concrètement, c'est une intervention que je fais bientôt, là, le 11 octobre, j'interviens dans une keynote, où justement je vais parler de cybercriminalité et l'IA. Et l'idée c'est je vais montrer en fait un peu en séance comment on peut, sur un modèle qui est soi-disant protégé par ces fameux safeguards, comment on peut extraire des données assez simplement, ou influencer les réponses du modèle pour faire apparaître que ces données, elles contiennent nos données personnelles. Et ça, c'est un problème. Et en plus, c'est pas éthique. Et puis en plus, bien sûr que nous, on n'y a pas accès en tant qu'utilisateur, mais rappelez-vous, les acteurs qui sont OpenAI et ainsi de suite, eux, peuvent faire tourner ces algorithmes, et par exemple de dire quelles sont toutes les Margot nées à telle date, dans telle région, pour faire un ciblage, et ainsi de suite. Et avant, alors ça passait par des algorithmes de MapReduce, donc les trucs de Google, et ainsi de suite. Bon, maintenant, c'est à disposition, comme ça, juste par un prompt. Donc c'est là où, en fait, il y a vraiment ça fait, il faut que ça vous fasse réagir. Donc faites Suno, faites dessinez-moi une maison. Vous verrez en plus, le samedi entre potes, ça peut être rigolo, parce que globalement, ça permet d'essayer de trouver comment contourner. Mais en fait, vous allez vous percevoir en fait, très très vite qu'il y a ces biais, ce qu'on appelle des biais sur ces modèles, qui sont importants. Dernier exemple, pour ne pas être trop long, tout le monde connaît Wikipédia. Oui. Donc Wikipédia, en fait, ça fait partie des données. Alors c'est un tout petit dataset, hein, ça fait 24 milliards de tokens. Donc 24 milliards, quand on entraîne sur des trilliards, c'est peanuts. Mais globalement, c'est une donnée qui est plutôt sérieuse, en fait, Wikipédia. Le problème, c'est qu'en fait, 90% de ces contenus dans Wikipédia, ils sont soit écrits, soit validés par des hommes. Donc, il y a un biais de genre. Comment on fait ça? Comment on traite ça? C'est très difficile, mais vous voyez que la problématique de la data pour les entraînements, c'est le point clé. C'est ce qui nous a pris, nous, le plus de temps.
Et donc nous, c'est pour ça que dans notre définition de l'open source, c'est ce qu'on fait avec Lucie. Donc Lucie, donc là, au moment où je vous parle, il est en cours d'entraînement. Je vais vous montrer quelques slides après. Donc ça, là, en ce moment, on est en train de cramer, si vous me permettez l'expression, 800 000 heures GPU. 800 000 heures GPU. Donc ça fait beaucoup il en faut beaucoup des GPU. Et globalement, il faut 512 GPU. Donc c'est beaucoup. Donc c'est des serveurs octoprocesseurs, donc il y en a 8 à chaque fois par carte. Donc ça fait, vous voyez, en fait quand même une belle machine. Et Lucie est entraînée sur 3 trilliards, donc sur 3000 milliards de tokens. Un token, ça vous parle? Vous voyez ce que c'est ou pas? C'est, pour faire simple, c'est la représentation du texte en une représentation mathématique, numérique, qui va être compréhensible par le modèle. Par exemple, si vous tapez Michel dans une invite de prompt, il va être découpé en deux, et puis en fait, Nick est certainement, je ne sais pas comment il le traduirait, mais le tokenizer va faire un boulot pour hacher en fait finalement l'opération, le texte en information qui va être compréhensible en fait pour le modèle pour faire ses calculs. Donc Lucie, au moment où je vous parle, donc on est à peu près à un tiers de son entraînement, on devrait avoir fini en fait à la fin du mois de septembre. Et l'idée, ça serait de le réaliser avec le soutien de GameFace. J'étais la semaine dernière au téléphone avec Thomas Wolf, peut-être que vous connaissez, qui est le CTO de GameFace. Donc le GameFace, c'est le GitHub en fait dans le domaine de l'IA. Et donc l'idée, c'est de sortir ça en fait courant octobre, et on sera, jusqu'à preuve de contraire, le premier modèle open source avec cette définition-là, parce qu'en fait, on va réaliser les 3 trilliards de tokens qui ont été utilisés en fait pour l'entraînement, et avec une licence en fait qui permettra tous les usages sans aucune restriction, puisque y compris Llama, sur les dernières versions du modèle Llama, vous avez des restrictions en fait qui ne sont pas des restrictions d'usage, mais en fait de capacité de calcul que vous utilisez. Tout ça, c'est juste pour éviter que les Chinois, théoriquement, ne puissent pas utiliser le modèle pour créer en fait des IA plus puissantes que en fait, celles qui sont créées par les États-Unis. Bon, en les faits, c'est juste un bout de placard, donc ça ne vaut pas grand-chose, mais bref. Bon, tout ça, on a été financé par l'État, parce que tout ça, ça coûte cher. Voilà, alors donc nous, les cas d'usage en fait qu'on veut... Alors, vous, Lucie, oui? Où vous avez trouvé toutes les données que vous avez utilisées? C'est une bonne question. C'est la bonne question, effectivement. Donc il y a 600 milliards de tokens qu'on a récoltés, soit sur des données qu'on avait déjà nous collectées sur des réunions, sur des documents en fait de notre histoire. Il y a tout ce qui est les thèses qui sont dans certaines conditions utilisables pour faire des données d'entraînement. Donc toute la littérature en fait académique. J'ai pas dit que toute la littérature académique était libre de droit et disposition, mais en fait nous il y a une portion qu'on peut utiliser pour faire l'entraînement. Et puis il y a aussi les fonds documentaires de la BNF, alors, donc pas les livres, la Bibliothèque nationale de France, mais l'index. Mais dans l'index en fait il y a beaucoup de choses qui peuvent être utilisées comme données d'entraînement. Donc ça c'est à peu près 600 milliards de tokens. Et le reste, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris de la donnée d'internet, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Mais on a été extrêmement restrictif, et on a mis des filtres dans tous les sens avant de pouvoir intégrer ces datas-là. C'est simple, quand on a récupéré le dataset de départ et qu'on a fait le filtrage, dedans il y avait toutes les URL du monde, il y avait des sites porno et ainsi de suite, alors que c'est déjà en fait normalement un dataset qui est filtré. Et donc on a refait nous une opération de filtrage extrêmement forte. Mais est-ce que dans ces données-là, on est 100% conforme au RGPD et 100% OK sur le fait qu'on n'a pas de la donnée soumise à droit d'auteur? Je ne sais pas le dire. Par contre, ce que je sais, c'est que effectivement, la donnée, on va la publier, elle sera auditable. On dira, ben voilà, Lucie, il a été entraîné là-dessus. Donc si vous rencontrez une difficulté dans l'usage du modèle, c'est-à-dire en fait, par exemple, ça sort un numéro de téléphone, ça sort le texte d'une chanson d'Orelsan ou d'un autre, et donc qui serait soumise en fait à droit, et ben ça permet quand même de remonter, de regarder en fait si c'est présent ou pas. Donc normalement, s'il y a un numéro de téléphone qui sort, c'est que c'est dedans, hein, il n'y a pas trop de... Voilà,
il n'y a pas de génération comme ça, ou alors il faudrait vraiment que ce soit vraiment un coup de chance statistique. Et donc du coup ça permet quand même de dire ok, déclarez-nous le problème, et puis on va essayer de le régler. Alors régler en fait, alors on ne peut pas effacer une donnée dans un modèle. Donc il y a deux solutions, soit vous rentraînez le modèle, à chaque fois c'est 800 000 heures, donc ça vaut à peu près 3 € de l'heure en fait, donc c'est quand même à peu près 2 millions, 2,5 millions en fait, d'euros pour entraîner. Donc en fait il y a d'autres techniques qui permettent de gommer, d'effacer, ou en tout cas de changer la statistique en fait, d'apparition de cette réponse. Donc elle sera toujours présente, mais en fait on essaie de faire en sorte qu'elle apparaisse le moins souvent possible, voire qu'elle n'apparaisse plus. Ça répond à la question? Bon, donc vous l'avez compris, nous, les cas d'usage, vous utilisez. Alors bon, moi je serais très content si l'ISEP, en fait, vous mettez en fait un chat GPT à l'intérieur, enfin un GPT basé sur Lucie. Ça devrait être même une obligation que toutes les écoles, et ainsi de suite, mettent à disposition auprès des étudiants des outils d'IA, mais pas ceux en fait des Américains, les nôtres. Pas les nôtres, ceux qu'on aurait en Europe. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on adresse. Donc nous, les cas d'usage, c'est pas en fait le modèle que vous allez utiliser le dimanche chez vous pour je sais pas quoi faire. Enfin voilà, c'est pas ces cas d'usage là. Nous en fait les industries, parce que nous on fait pas du B2C, on vend pas aux particuliers, on vend aux entreprises. Donc nous les entreprises, ça va plutôt les gens qui font des systèmes sensibles ou déconnectés. Parce que ça, je vais revenir après, mais faire des tout petits modèles, c'est que ça permet de les utiliser sur des infrastructures qui sont plus petites, voire même demain sur un téléphone portable. En tout cas, c'est ce qu'on vise. Donc forcément, les militaires. Bon. Donc ça, c'est un cas en fait, d'usage très important pour nous. L'éducation, pour les raisons que j'ai évoquées avant, je pense que ça serait quand même vachement bien qu'on utilise quand même des IA qu'on maîtrise et sur lesquelles, en fait, qui ont été entraînées sur des ressources qu'on maîtrise. Bien sûr, tout ce qui est industrie du cinéma, du sous-titrage. Il faut savoir qu'en fait, quand vous regardez en fait, une série sur Netflix et que vous demandez le sous-titrage, la boîte qui fait le sous-titrage utilise en fait notre technologie. Donc toutes les vidéos que vous regardez sous-titrées en français, en fait, elles sont sous-titrées avec nos outils. Mais on veut aller au-delà, parce qu'en fait aujourd'hui c'est des opérations où il y a encore beaucoup d'opérations manuelles, et donc on est en train de travailler pour faire des systèmes automatisés de transcription en langage des sourds, en fait faire les audiodescriptions, tout ça. Mais par exemple faire une audiodescription, vous savez, en fait, vous voyez ce que c'est l'audiodescription? Vous regardez ça en fait souvent sur les films le dimanche soir sur la 2. Alors, bon, je sais que vous ne regardez plus la télé, mais faites l'expérience au moins une fois. Vous pouvez activer l'autodescription, et donc globalement les paysages, vous avez un texte pour les non-voyants, les malentendants qui n'ont pas en fait forcément toute l'ambiance, mais on leur décrit effectivement en fait ce qui se passe à l'écran. Donc ça, aujourd'hui, c'est fait par des humains. C'est hyper dur. C'est un boulot harassant à faire. Donc globalement, et alors par contre, faire décrire ce qui se passe à une image par une IA, on y arrive. Faire décrire une scène par une IA, donc avoir une cohérence temporelle, ou une scène où en fait on change en fait de plan et ainsi de suite, c'est très difficile. Donc ça, c'est les travaux sur lesquels en fait on travaille. Donc s'il y a des gens qui s'intéressent un petit peu à ces trucs-là, c'est la vidéo, la transcription au temps réel, il y a aussi ces genres de choses. Et puis l'autre aspect, c'est les LAM, parce que là, ce que vous connaissez, c'est les fameux LLM, donc tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est des large language models. Mais la prochaine vague, en fait, c'est les large action models. Donc ceux-là, ils sont beaucoup plus puissants, puisque globalement, ce sont ceux qui qui seront capables d'agir en fait avec le monde réel. Donc au lieu de faire une génération sur votre écran, ils seront capables en fait d'appeler une API, de piloter en fait un dispositif physique dans le monde réel. Donc là, c'est là où on s'aperçoit qu'il vaut mieux quand même qu'on maîtrise un peu les choses. Dans l'armement, par exemple, dans les trucs qui volent tout seuls, quand même mieux qu'on maîtrise en fait les algorithmes qui sont utilisés. Donc où est-ce qu'on en est de Lucie? Alors ça c'est pour les plus geeks d'entre vous, donc je vais passer rapidement. Mais globalement, donc
une fois qu'on a collecté ces données, il faut ensuite entraîner, avant d'entraîner le modèle, il faut entraîner une brique technique qui s'appelle un tokenizer. Donc c'est ce qui fait la transcription, en tout cas la transformation du texte que vous tapez dans votre invite, dans votre prompt, dans le chat GPT, en une information, une représentation mathématique qui va pouvoir être utilisée par le modèle. Et donc ça, en fait, vous ne le savez pas. Et quand vous utilisez bien sûr ChatGPT en utilisant l'API, est-ce que quelqu'un a déjà utilisé l'API en fait de ChatGPT? C'est-à-dire de ne pas le faire en fait via le prompt, mais d'utiliser. Si vous interrogez via l'API ChatGPT en français, vous payez 30% de plus qu'en anglais, puisque globalement, comme le tokenizer, les opérations de transformation, ce tokenizer sur ChatGPT a été entraîné sur la langue anglaise, comme les phonèmes et ainsi de suite, la représentation des textes ne sont pas tout à fait les mêmes, et il y a un overcost en fait de 30%. Donc nous, notre modèle, donc c'est ce que vous voyez donc ici, regardez la courbe là ici, donc plus on est haut, mieux c'est. Donc en fait, il y a des modèles qui sont meilleurs que nous, et nous, ce qu'on a essayé de faire, nous, c'est la ligne rouge, donc on a essayé d'être médian. Pourquoi? Parce que la difficulté, c'est qu'en fait, un tokenizer, plus vous rajoutez des langues, plus vous diminuez en fait sa performance globale sur les langues. Donc quand on est sur des langues latines, c'est assez simple, enfin assez simple, c'est plus simple parce qu'en fait on a les représentations de phonèmes et des structures de mots qu'on va retrouver. Si on se projette dans le monde européen, donc il y a 24 langues en fait en Europe, pas 27, 24, mais par exemple entre le finnois et le français, ou même entre le français et l'allemand, il y a des représentations qui sont quand même différentes. Donc du coup, si c'est difficile en fait d'avoir des tokenizers qui soient optimisés pour toutes les langues. Hop, hop. Donc comme je vous l'ai dit, on a démarré au mois d'août, et puis donc un modèle en fait, 800 000 heures, 512 GPU, vous avez 60 jours à attendre. Et effectivement, avant d'utiliser le modèle, il faut attendre pratiquement tout soit entraîné pour voir si le modèle il est performant ou pas. Mais quand même, pendant le processus d'entraînement, en fait, on regarde en fait ce qu'on appelle la courbe de loss, donc cette loss functions, qui en fait est un indicateur pour voir, je le fais simple, mais pour voir si le modèle il apprend bien et rapidement. Et donc plus la courbe est basse et stable, mieux c'est. Donc ce que je peux vous dire, donc cette courbe elle date, je crois, du 5 septembre. Donc on avait vu à peu près 600. Donc c'est 600 milliards, donc on a vu pratiquement un cinquième de notre dataset complet. Donc ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'effectivement, on est un petit pet ici, mais on sait l'expliquer. Mais globalement, en fait, le modèle maintenant est plutôt dans une phase assez performante en fait, d'apprentissage. Donc on regarde ça, et on est jeudi, donc tout à l'heure à 15h, tous les jeudis, en fait, j'ai ma réunion en fait, de suivi. Donc j'espère que globalement j'ai à peu près la même courbe en fait à peu près jusqu'ici maintenant pour considérer en fait que le modèle apprend. Donc rendez-vous fin septembre, début octobre pour avoir. Un petit point sur les caractéristiques de notre modèle, oui. Vous parcourez le dataset une seule fois ou parfois plusieurs? Ouais, c'est une bonne question aussi. Donc alors je vais simplifier. Donc là, l'option qu'on a retenue, c'est effectivement une fois. Mais effectivement, alors là, je vois qu'il y a des gens qui se sont intéressés donc à la construction de ces modèles. Quand on n'a pas suffisamment de données pour entraîner un modèle, on peut faire voir plusieurs fois le même dataset au modèle pendant sa phase d'entraînement. Et on obtient des bons résultats. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on dit qu'on fait voir tout le dataset, il ne faut pas imaginer, peut-être que dans vos têtes, vous dites, tiens, ils ont 600 milliards de documents en PDF et puis ils le mettent en entrée du modèle. C'est pas du tout ça, en fait. Il y a beaucoup d'opérations. Et en fait, c'est vraiment du hachage, tous les documents et la façon dont on voit le modèle, il ne voit pas quelque chose de séquentiel, de linéaire. Donc effectivement, il y a un intérêt parfois en fait, à faire voir le même dataset plusieurs fois. Nous aujourd'hui, comme en fait, on fait une expérimentation aussi un peu académique, on ne voulait pas trop rajouter de trucs trop complexes, donc on a essayé de récolter donc les 3 trilliards de tokens, et normalement, en une fois, ça va nous permettre de générer en fait un modèle qui aura 7 milliards de paramètres. Donc pour les gens qui ont déjà utilisé Llama, vous avez vu Llama 7B, Llama 13B, Llama 70B.
Donc le 70B ou le 7B, c'est le nombre de paramètres. Donc nous, en fait, Lucie sera un modèle à 7 milliards de paramètres. Pourquoi? C'est simplement pour avoir une base de comparaison avec les grands modèles en fait, qui sont connus. Mais l'objectif, c'est de faire des modèles plus petits. Moi, ma taille en fait visée, c'est plutôt 1 milliard de paramètres. Pourquoi c'est un modèle à 1 milliard de paramètres? On peut l'inférer sur un téléphone mobile, sans trop d'optimisation, sans dégradation de performance. Donc en fait, il faut aller chercher ces modèles. Donc on sait faire, mais là on en génère 1 à 7 pour simplement savoir si les recettes qu'on a mis dedans, elles permettent d'obtenir en fait à taille de paramètres égale en fait des performances similaires, voire meilleures, en tout cas j'espère en français, par rapport au modèle en fait déjà existant. Donc tout ça, c'est pour aussi, pourquoi on fait des petits modèles, c'est que tout ça, vous avez compris, 800 000 heures GPU. Bon, il y a forcément des gamers dans la salle. Oui. Oui. Il y a au moins en fait une RTX 4070, 4080, 4090 ou 5070 qui tourne en fait dans votre chambre ou dans le garage de vos parents. Voilà, peut-être des cartes un peu plus petites. Vous voyez ce que ça fait. Hein. Déjà, normalement, vos parents ont dit dire bon, ton PC, tu ne le laisses pas allumer 24 heures sur 24 parce que, en fait, sur le truc d'EDF, on le voit quand il est allumé. Hein. La réalité, c'est ça. Et puis, si c'est dans votre chambre, là maintenant, ça va être pratique, là, dans les jours là, qui arrivent, hein, parce qu'il fait frais. Donc, quand vous allumez, en fait, normalement, l'ordinateur avec le GPU, ça chauffe la pièce. D'accord? Donc, vous imaginez, donc nous il y en a 512, donc c'est assez catastrophique hein, d'un point de vue en fait environnemental. C'est pour ça qu'il ne faut pas entraîner des modèles tout le temps parce que ça n'a pas de sens. Et en ce moment, ce qu'on fait, il y a beaucoup de modèles qui sont entraînés et c'est un non-sens aujourd'hui d'un point de vue en fait environnemental. Pourquoi? Parce que vous voyez en fait là, certainement vous avez eu les slides, hein, mais globalement un modèle comme ChatGPT 3, c'est à peu près 1,3 million de kilowatts. Alors ça, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça représente, mais globalement, c'est avec 1,3 million de kilowattheures, en fait, pendant un an, vous avez la consommation électrique à peu près de 300 en fait, foyers. Ou en dissipation thermique ou impact en fait sur le CO2, c'est à peu près 200 vols en fait Paris New York, hein, je crois que c'est ça. Voilà. En fait, c'est pas négligeable. C'est vraiment, mais vraiment pas négligeable. L'autre aspect qui est intéressant, c'est que Microsoft, en fait, vous savez que maintenant, les obligations des entreprises, on a une obligation de publier notre impact environnemental, donc ce qu'on appelle le CSA ou le RSE, responsabilité sociale et environnementale. Et donc, on doit produire en fait les chiffres d'impact que l'entreprise a sur finalement les ressources naturelles. Et donc, depuis que Microsoft en fait a lancé Copilot, a fait les entraînements et ainsi de suite, vous voyez sur son rapport, c'est plus de 30% de plus d'impact sur les data centers en fait, de Microsoft, à tel point, hein, donc tout ça c'est sourcé, hein, il suffit d'aller sur Google, vous retrouvez, mais donc les data centers en fait, de Microsoft, les plus gros, sont dans la ville des Moines, hein, et donc ils sont en procès parce que globalement, le problème c'est que l'eau qui est nécessaire pour refroidir ces data centers, elle met en péril, quand il y a des pénuries d'eau, en fait la population locale. Je sais pas, enfin, on fait n'importe quoi. Donc pour ça, il faut entraîner pas beaucoup et faire des modèles plus petits pour que ça coûte moins cher. Donc concrètement, les modèles que nous on fabrique, donc les modèles NVIDIA, donc les fameux, vous savez, en fait, les processeurs GPU sont fabriqués par au moins un grand constructeur que vous devez au moins connaître qui s'appelle NVIDIA. Et donc là, une des cartes les plus puissantes actuellement, celle qu'on utilise actuellement nous pour entraîner en fait Lucie. Pour l'entraînement, on n'a pas le choix, on est obligé d'utiliser ces cartes-là. Autrement, il faut attendre 2 ans pour un modèle, hein, donc c'est pas trop possible. En termes de dissipation thermique, donc là, en termes de dissipation thermique, pardon, parce qu'il y a tac. Voilà l'information. Donc la dissipation thermique en fait d'une carte, c'est 350 watts. Donc là, il nous en faut 512, donc on revient un peu sur les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Mais par contre, au moment de l'utilisation, en fait, on est capable d'utiliser, si on fabrique des petits modèles, on n'est pas obligé d'utiliser ces grosses cartes qu'on utilise en entraînement, et on peut diviser à peu près par 3 la dissipation thermique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les modèles que vous utilisez, quand vous tapez, en fait, vous tapez n'importe quelle commande en fait, sur ChatGPT, sur Gemini et ainsi de suite, tous les acteurs utilisent ces cartes-là.
D'ailleurs, en fait, vous avez vu Elon Musk, donc maintenant c'est 10 000, en fait, donc c'est un peu la course à la puissance, donc 10 000 cartes à champ, hein, donc c'est plutôt... en fait, on ne se rend pas bien compte en fait, du mal aujourd'hui qu'on fait. Alors il y a cette théorie qui dit, moi je ne la partage pas, que globalement, on s'en fout, parce que, et c'est ce que dit en fait Elon Musk, qui dit, moi en fait, je suis obligé de passer par cette étape-là pour entraîner des modèles qui vont permettre en fait de faire des systèmes de conduite complètement autonomes. Et le jour où en fait on a des systèmes d'auto-partage de voitures et de voitures autonomes, c'est là où en fait on va faire diminuer drastiquement en fait l'empreinte en fait environnementale. Le problème c'est que c'est un peu comme au poker quoi. En fait là on paye pour voir. Je dis pas que Elon Musk nous a montré qu'il était capable de faire en fait avec ses différentes boîtes des choses extraordinaires. Là, on paye quand même un tribut très très fort quand même en espérant que la promesse soit là. Moi, c'est pas ça en fait on vise. Donc, on vise plutôt de faire des petits modèles. Donc là, GPT-4 que vous utilisez, donc on parle en trilliards de paramètres. Où nous, en fait, globalement, Lucie, je vous disais, on était sur du 7B, mais ce qu'on vise, c'est de faire vraiment des modèles tout petits. Et pourquoi tout petits? Parce qu'on veut les mettre sur les téléphones mobiles. Parce que là, en fait, je pense que la bonne approche, c'est celle d'Apple, en fait, avec Apple Intelligence, c'est de dire, en fait, que les modèles, il faudra qu'ils s'entraînent sur nos données personnelles. Et donc, si on ne veut pas que ces données personnelles aillent dans le cloud, en fait, et chez un autre acteur, ça serait mieux que ça s'entraîne sur nos téléphones et que ça reste, en fait, en boucle fermée. Donc, c'est ça, en fait, qu'il faut viser. Voilà, pour terminer, un petit cas d'usage, puis après, je prendrai quelques questions. Donc, tout ça, là, on fait de la recherche, vous l'avez compris, mais bon, on a des clients, hein, quand même. Donc, la Commission européenne. Donc on a installé une solution de transcription des échanges dans les réunions. Alors comment ça se passe? En fait, dans une salle de réunion à la Commission européenne, vous voyez, donc c'est des petites salles. Donc ils ont 1100 salles, hein, comme ça. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc elles ont des capacités à peu près entre, comme celle-ci, donc on doit être à peu près une cinquantaine, voire des amphithéâtres où il y a plusieurs centaines, voire je pense les plus grands, 2 ou 3 milliers de personnes. Et donc tout le monde a son pupitre, donc vous avez en fait le locuteur et puis votre micro et ainsi de suite. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc ce qu'on veut faire en fait avec nos outils, c'est essayer d'améliorer en fait cette efficacité, parce que globalement, là vous voyez, si on regarde bien, bon là il y a une dame qui baille. Je pense que lui, il est en train de regarder en fait ce qu'il doit commander sur Uber Eats pour après la réunion d'après, ainsi de suite. Donc globalement, on sait qu'il y a beaucoup de déperditions dans ces réunions. Et l'enjeu, en fait, c'est comment on fait pour que cette intelligence collective qu'on crée dans ces réunions, dans les échanges, ainsi de suite, il en reste quelque chose à la fin. Voilà, certains d'entre vous, je vois que vous prenez des notes sur des bouts de papier, des notes éventuellement sur un PC, mais ça aurait été vachement plus simple en fait qu'on enregistre, qu'on ait un transcript. Donc le verbatim pour ceux qui voudraient en fait avoir toutes les bêtises que j'ai racontées, et puis surtout que vous puissiez en fait avoir surtout un résumé, que pour les personnes qui n'étaient pas présentes ou dans 3 mois quand on dit Michel Maudet, qu'est-ce qu'il nous avait raconté, vous ayez en fait le compte rendu analytique et qui soit basé sur le verbatim, sur exactement ce que j'ai dit, ainsi de suite. Donc c'est ça en fait qu'on essaie de casser dans les solutions. Donc comment ça se passe? Donc on capture les échanges, donc vous voyez en fait, alors là c'est moi, puis je suis avec un intervenant, donc on a tous des micros, donc globalement le système a un système audio, on récupère ces flux-là, et puis avec nos outils, on prend le flux et on le transcrit. Et donc on peut faire 2 choses, soit en fait faire un affichage en temps réel, donc ça permet éventuellement d'avoir un suivi et donc d'avoir le sous-titrage, donc c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc vous allez comme ça voir mon parfait anglais, mon parfait accent. Alors, hop, le son. Peut-être que j'augmente le son. Donc là, vous voyez, donc je parle et donc effectivement la transcription se fait en temps réel en français et ça marche. En fait, notre système est capable d'interpréter en fait plusieurs langues et globalement, je vais passer en anglais et en fait, finalement, l'outil va transcrire. Voilà. Là, vous entendez un accent fortement français, donc c'est bien moi, je vous confirme. Et effectivement, la transcription, alors on ne voit pas très bien. Je pense que sur l'autre vidéo, c'est peut-être plus visuel. Voilà. Donc, vous voyez, donc effectivement, la transcription se fait en temps réel. Donc on fait l'affichage, mais dans le même temps, quand vous vous en doutez, on enregistre.
Et on est capable en fait de... Donc on est capable en fait de générer un document alors qu'un document bureautique, qui va être stocké dans la base de connaissances de la commission. Et donc en fait il y a des systèmes qui permettent de taguer ces documents-là automatiquement. On va récupérer la date, éventuellement les participants, bref, les informations assez simples. Et surtout on va avoir le verbatim. Et les outils vont être capables, en fait, les outils de NLP vont être capables de dire, bah, tiens, les topics qui ont été abordés. Et bien entendu, bah, une fois qu'on a stocké ça dans un endroit centralisé, bah, ça permet à tout à chacun en fait, de pouvoir y accéder. Parce que bon, ce qui a été noté sur le magnifique petit cahier, bah, il n'y a que la personne qui pourra lire, personne les autres pourront l'avoir, hein, donc c'est le principe. Donc c'est ça notre problème, y compris dans les entreprises aujourd'hui. Et donc globalement, notre outil est capable de générer en fait le PDF. Aujourd'hui, il y a encore des traducteurs humains qui font le boulot de passer de la transcription français dans les autres langues. Donc là, c'était une réunion, là j'ai pris un exemple, c'est une réunion qui ne concerne pas tous les États membres, mais imaginez la plupart des documents, vous avez en fait la nécessité de traduire dans les 24 langues, puisque tous les documents de la Commission et du Parlement européen doivent être publics dans la langue native de chacun des citoyens européens. Donc vous imaginez en fait les équipes qui font ça. Et je ne sais pas si vous avez déjà vous fait en fait ce job d'écouter pour faire de la transcription, peut-être vous êtes enregistré, de dire bah, tiens il faut que je le mette sur un texte ou faire la traduction. C'est harassant. Et donc il y a des gens en fait qui passent leur vie à faire ça. Donc on va essayer d'automatiser une partie. Donc effectivement on peut toujours avoir le débat, savoir est-ce que ça détruit l'emploi et ainsi de suite. Sincèrement, quand vous voyez, moi je vais souvent à la commission pour visiter et puis faire les réunions de projet, on visite des salles, vous avez en fait des traducteurs qui sont dans des toutes petites salles, vous savez, donc quand vous voyez ces grandes salles, ils ont des petits plots, ils ont un casque, et parfois les réunions de la commission, ça dure 4 heures, quoi. Donc le mec ou la personne, elle est pendant 4 heures en train d'écouter des trucs, parfois il ne dit pas grand chose. Et il faut qu'il fasse la trad et ainsi de suite. Donc je pense que là, il y a en fait de l'efficacité à aller chercher. Et une fois qu'on a le document, bah, le principe c'est de pouvoir en fait enrichir un GPT, mais pas le GPT de ChatGPT ou de Gemini, c'est d'avoir le GPT de l'entreprise, de l'organisation, où il y a tous les documents, et ensuite de pouvoir venir questionner en fait, de dire bah tiens, lors de l'intervention de Michel Maudet, qui a dépassé déjà l'horaire, j'en suis désolé, je vais terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'il a dit et donc vous pouvez lui poser la question, peux-tu me résumer l'intervention? Et vous avez effectivement le résumé de l'intervention immédiatement. Et ça quand même, ça vous imaginez qu'à l'échelle des entreprises, c'est des éléments essentiels. Voilà, et puis une petite slide sur le recrutement. Donc si elle veut bien s'afficher, voilà. Donc j'ai remis en fait la villa. Vous venez nous voir quand vous voulez, mais globalement, les postes en fait, qu'on recherche en fait, actuellement, donc c'est des postes d'admin 6, des gens qui aimeraient faire l'administration de systèmes basés sur des LLM, data scientists, des consultants AI, des NLP engineers, des project managers, donc beaucoup en fait, de choses dans le domaine de l'IA. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, vous êtes les bienvenus. Et si vous avez des collègues, parce que c'est peut-être moins en fait la spécialité d'école, mais en fait tout ce qui est commerciaux, chargé de communication à l'international et ainsi de suite, ça peut nous intéresser. Donc si vous avez des copains, des copines qui sont dans d'autres écoles et qui cherchent en fait des stages, des alternances ou un job en fait en fin d'études dans ces domaines-là, faut pas hésiter. Donc faut tout simplement. Donc c'est simple, vous avez un site Welcome to l'Inagora. Donc c'est pas Welcome to the Jungle, c'est Welcome to l'Inagora. C'est marrant parce que ce matin j'étais avec les gens de Welcome to the Jungle. On va devenir client, mais donc on avait, pour ceux qui ont déjà vu le site Welcome to the Jungle, vous reconnaissez en fait une certaine forme d'aspiration. Donc je vous invite à y aller parce que globalement il y a les vidéos des gens qui travaillent à la boîte qui témoignent, c'est le principe en fait de ces sites. Et vous trouverez en fait les postes ouverts. Donc vous nous contactez. Pour ceux qui sont un peu old school, vous pouvez encore utiliser des emails. Vous pouvez nous contacter effectivement sur le job.linagora, enfin job@linagora.com.
ou contacter Capucine qui s'occupe chez nous du recrutement. Voilà, donc si vous faites la photo, vous avez son adresse email, son numéro de téléphone, son 07, et voilà. Est-ce que je peux le donner le numéro? Donc c'est Walter, donc c'est Capucine Walter, donc WALTER @linagora.com, et téléphone 07 45 28 34 83. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, je vous retiens pas plus longtemps.